Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler Union Européenne, problèmes sur le Mavic Mini et des probables futurs capteurs qui vont arriver sur nos drones. Tout de suite, un nouvel épisode de Drone News. Drone News, on fait le tour de la planète drone, c'est trop bien. Un humain dans un drone, il fallait oser, et c'est ce qu'a fait la Drone Champion League. La DCL a sorti un nouveau simulateur de drone qui est multiplateforme. Pour l'occasion, ils ont sorti un drone géant qui est capable d'accueillir une personne à son bord. Mais je tiens tout de suite à vous rassurer, tous les moments où ils ont filmé des loopings, etc., ils ont juste mis un faux mannequin à l'intérieur. Le patron de l'entreprise a joué le jeu et vous verrez qu'il est monté lui-même à l'intérieur du drone à la fin de la vidéo juste pour faire une élévation et revenir en toute sécurité au sol. La Drone Champions League, donc c'est ce nouveau logiciel simulateur de vol, il est sorti le 18 février dernier, il est disponible à la fois sur PC mais également sur Xbox et PlayStation. La mise à disposition sur plusieurs plateformes va certainement permettre de toucher un public plus large que traditionnellement les personnes qui jouent sur ordinateur. En tout cas, si on a l'occasion, on fera bien sûr un test de ce logiciel. Une fois n'est pas coutume, parlons maintenant iPad. Le tout nouvel iPad Pro intègre un nouveau capteur, c'est un capteur LiDAR. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'en ai déjà parlé, le capteur LiDAR c'est ce qui est par exemple utilisé sur tout ce qui est voiture autonome ou même de la topographie aujourd'hui sur des drones qui peuvent porter des lourdes charges parce que ces capteurs sont en général très gros. L'un des principaux LiDAR qui est utilisé par drone aujourd'hui est capable de générer 1 million de points à la seconde et de pouvoir créer une carte 3D en temps réel. Alors ce type de LiDAR fait souvent au moins 1 kg, alors c'est pas le même LiDAR qu'il y a dans l'iPad Pro, mais dans l'iPad Pro on a quand même un capteur qui est capable de détecter les obstacles à 5 mètres avec une réactivité quasiment en temps réel et une très grande précision. Alors moi ça fait des années que je dis que je crois en cette technologie et je pense qu'elle va arriver à terme sur les drones en tant que capteur d'obstacles. Mais pour ça il fallait que la technologie soit suffisamment miniaturisée et qu'elle ne coûte pas très cher. Or en commençant à intégrer ça sur les tablettes et les smartphones, ça fait une superbe opportunité d'avoir des capteurs dont le coût diminue et dont l'efficacité est augmentée en rapetissant la taille des capteurs. Donc est-ce que l'économie d'échelle qui va être faite sur les smartphones et tablettes va permettre aux drones d'en profiter? Je l'espère et ça promet d'être très intéressant pour les années à venir. On part maintenant dans le Nord pour parler de réglementation en Belgique qui représente quand même 5% de notre audience. On salue tous les Belges. Comme vous le savez, on en a déjà parlé en vidéo, je vous mets le lien dans la fiche. La réglementation européenne est prévue pour juillet 2020, c'est-à-dire c'est demain. On avait déjà parlé de l'implication en France, mais il faut savoir que ça va beaucoup plus changer en Belgique parce que la réglementation actuelle en Belgique est beaucoup plus stricte. En prévision de l'arrivée de la réglementation européenne, la direction qui s'occupe de l'aviation civile en Belgique a arrêté les examens théoriques au 1er mai et il n'y aura plus non plus de désignation d'examinateurs pour la partie pratique à partir du 1er juillet 2020. Alors, je me pose une grosse question et j'invite nos voisins belges à y répondre en commentaire parce que j'ai pas eu beaucoup d'informations sur le sujet. Et vu que la réglementation européenne semblait déjà à la bourre et qu'elle va être encore plus à la bourre avec le coronavirus, je me demande vraiment comment va s'effectuer cette transition. D'après le peu d'informations que j'ai l'impression que comme dans pas mal de pays de l'Union Européenne, cette nouvelle réglementation pour l'instant crée surtout plus de flou qu'autre chose dans un avenir proche. Et vu que ce changement va imposer pas mal de nouveaux éléments, il y a eu un projet d'arrêté royal que nos pauvres pilotes belges ont vu arriver, qui proposait de nouvelles taxes pour les pilotes de drones professionnels pour pouvoir pallier au coût que ça allait représenter en termes de personnel et d'infrastructures informatiques. Le montant est évalué entre 500 et 800 000 euros et du coup les pilotes de drones professionnels se sont retrouvés avec ce tableau qui est juste incroyable, où la formation en ligne coûterait 125 euros, l'immatriculation d'un drone 125 euros, l'autorisation d'exploitation 1500 euros et le certificat allégé d'exploitant 5000 euros. Alors heureusement ce n'était qu'un projet et les personnes qui ont émis ce projet parlent déjà de modifications parce qu'il pourrait y avoir une concurrence déloyale des pilotes étrangers qui pourraient venir opérer en Belgique à moindre coût par rapport aux pilotes belges. Si les pilotes belges doivent débourser plusieurs milliers d'euros pour démarrer leur activité et qu'en France par exemple on n'a pas toutes ces taxes là, forcément il y aurait une concurrence qui serait déloyale. Donc voilà, on sent que cette réglementation européenne fait bouger les choses en Belgique également et on souhaite vraiment bonne chance à tous les pilotes belges qui sont juste à côté de chez nous et qui semblent encore plus en bas avec nous au niveau de cette réglementation européenne.
Autre sujet, RealSteady a été racheté par GoPro. RealSteady, c'est actuellement le logiciel de référence pour stabiliser toutes les vidéos qui bougent. Si vous aviez une caméra qui tremblait en faisant du VTT, si vous l'utilisiez sur un drone FPV, et c'est pour ça que ça nous intéresse, ce logiciel permettait de vraiment bien stabiliser les vidéos en post-production et de les rendre hyper lisses, hyper fluides, même si elles étaient hyper shaky au moment où elles ont été prises. RealSteady était vraiment apprécié parce que forcément, cette stabilisation en post-prod était meilleure que les stabilisations qui sont intégrées aux caméras. Pourquoi forcément? Parce que lorsque vous avez une stabilisation intégrée à la caméra, elle doit anticiper, c'est pas les images qui vont arriver après. Tandis qu'en post-prod, on peut analyser les images d'avant et les images d'après et pouvoir assurer une fluidité totale sur tout le parcours de la caméra. À la base, pour toutes les caméras et toutes les images à stabiliser, RealSteady a sorti une version allégée, RealSteady Go, qui était dédiée au GoPro. C'est une version qui coûtait moins cher et qui permettait d'exploiter l'unité centrale de la GoPro qui captait tous les mouvements pour améliorer de manière beaucoup plus simple la stabilisation des vidéos. Cette version a visiblement eu pas mal de succès, à la fois parce que c'était moins cher et que c'était beaucoup plus simple d'utilisation. Et du coup, ça a visiblement également plu à GoPro qui a décidé de racheter cette boîte. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh ben, je suis vraiment pas sûr. Le logiciel va certainement être exclusif à GoPro à terme, et je me demande si ça va pas faire comme tous les rachats de start-up par des gros groupes américains. Au début, on dit que rien ne change, que ça va être pour le mieux, etc. Ça dure 1 an, et après, on ferme la boîte pour éviter une concurrence. Alors, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais en tout cas, si vous avez des versions de RealSteady Go, gardez-les bien au chaud, elles seront certainement utiles à l'avenir. Des drones pour prévenir les tsunamis, c'est le résultat d'un partenariat entre la ville de Sendai au Japon et Nokia. Cette ville a été à la fois frappée par un tremblement de terre en 2011, suivi 10 minutes plus tard par un tsunami. Nokia, et cette branche de Nokia bien particulière, a développé un réseau LTE, un réseau privé, pour que les drones soient en état de fonctionner si jamais les communications étaient coupées dans cette ville. Et s'il y a un tremblement de terre, ces drones décollent automatiquement, ils ont un haut-parleur à la place de la nacelle, et ils évoluent de manière automatique pour dire à toute la population de se protéger en donnant les instructions qui sont nécessaires. Il est également prévu que ces drones servent également dans une deuxième phase de recherche de personnes disparues ou en danger, où là, il y aurait une caméra avec un zoom par 30 ou une caméra thermique de manière un peu plus classique. Voilà un autre exemple de drone sauveteur, et j'en profite, ça me fait une super transition, pour vous parler d'une petite anecdote qui s'est passée au Menuire dans le secteur de la Masse. Il y a une avalanche qui a été déclenchée, les secouristes ont envoyé un drone pour voir s'il y avait des personnes qui étaient en danger, et dans un premier temps, ils ont trouvé des traces au sol, ils ont effectué un second vol, et ils ont été surpris de retrouver un homme qui était enseveli jusqu'au cou. Les pisteurs, guidés par le drone, ont pu aller le rechercher, et heureusement pour cette personne, il ne souffre au final que d'une fracture de la cheville. On va attaquer maintenant une grosse rubrique militaire et sécurité, et on a eu pas mal de nouvelles en ce moment sur ce sujet-là. La première de ces nouvelles, c'est que on a la police qui se met au FPV. Ça se passe en Californie, dans la ville de Sacramento, et sur l'initiative d'un agent de police. L'objectif, c'est d'utiliser des mini-drones, un peu comme celui que je viens de cracher, rest in peace Martin, avec des lunettes de FPV pour pouvoir faire des incursions dans des habitations ou des lieux qui sont difficiles d'accès. Alors, est-ce que c'est efficace? Eh ben, j'espère qu'ils seront meilleurs pilotes que moi. On parle maintenant drones militaires. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les drones militaires qui sont utilisés dans un but de destruction sont principalement des drones qui ressemblent plus à des avions de chasse que des drones grand public. Mais on voit arriver l'émergence de nouvelles technologies sur des technologies type quadricoptère électrique maintenant. Voici Songar. C'est un drone mitraillette avec une mitraillette anti-recul dont la Turquie va s'équiper. Sur cette nacelle stabilisée, on a une mitraillette avec 200 cartouches, avec toutes les caractéristiques traditionnelles à ce type de drone. Et le constructeur indique que le drone peut avoir une précision de 15 cm à 200 mètres de distance. Il est également équipé d'une caméra avec zoom, d'une caméra thermique, etc. C'est un nouveau type d'arme qui changera certainement la façon dont les combattants s'affronteront sur le terrain. Et il est possible que ce type de technologie se démocratise assez rapidement. D'après les premiers retours qu'on a pu voir, les systèmes semblent assez facilement copiables et il est possible que ça soit réalisé de manière plus artisanale. Enfin, on n'en est pas encore là, mais ça mérite de rester vigilant.
De l'autre côté, on craint ces nouveaux types de drones qui sont très petits, très portables et qui peuvent emporter une charge de destruction, que ce soit une charge largable ou justement une mitraillette. Et voici un nouveau système israélien de destruction de drones en essaim. L'objectif est de détruire des drones à longue distance grâce à un laser surpuissant qui détecte et brûle le drone même en mouvement lorsqu'il fait des manœuvres d'évitement. À longue distance, ça peut atteindre des drones de la taille d'un fantôme et pouvoir en abattre plusieurs les uns après les autres, tout ça de manière complètement automatique et transportable sur par exemple des 4x4. Israël avait déjà des systèmes d'identification et d'immobilisation des drones grâce à des ondes, c'est la première fois qu'on voit arriver ça avec des lasers. Toujours dans le militaire, bonne nouvelle pour Parrot qui vient de remporter un appel d'offres pour fournir l'armée suisse en micro-drone. Alors par micro-drone, on entend le type de drone standard que nous on peut utiliser. Ce contrat vient également s'ajouter à l'appel d'offres qu'avait remporté Parrot en 2019 avec l'armée américaine. Pour rappel, cet appel d'offres c'était 11 millions d'euros de budget pour des drones de moins de 1,3 kg et utilisables facilement par l'infanterie. On pourrait facilement imaginer une sorte d'Anafi modifié comme par exemple celui-ci qui a été modifié par une société américaine pour la police de Los Angeles. On peut voir qu'il y a des hélices très spéciales, certainement pour être furtives et un capteur thermique. Autre appel d'offres, cette fois qui n'a pas encore été remporté par Parrot, l'armée française va acquérir 2000 micro-drones, donc là c'est vraiment des drones tout petits, pour un marché minimum d'1 million d'euros, mais on va voir que ce sera certainement beaucoup plus que ça. Il y a deux drones caractéristiques qui ont été demandés dans cet appel d'offres, mais ils ressemblent beaucoup à deux machines qui existent déjà sur le marché. D'un côté, le NX70 de la société Novadem, et de l'autre côté, le Black Hornet qui a été récemment racheté par la société FLIA. Le Black Hornet, c'est un tout petit appareil qui est très léger, je crois qu'il pèse quelque chose comme 83 grammes et qui intègre à la fois une caméra optique normale, une caméra thermique. On peut avoir 2 drones sur soi avec une télécommande et c'est un matériel très léger pour aider l'infanterie. En sachant que ces drones qui ne sont pas grand public coûtent très cher, entre 30 et 80 000 euros, on peut facilement estimer que ce contrat va être à plusieurs centaines de millions d'euros. On ferme la parenthèse militaire et maintenant on va parler sécurité autour des prestations professionnelles. Vous avez été plusieurs à m'envoyer la vidéo du tournage d'un clip pour le titre Barcelonnette du groupe Deluxe qui était effectué en plan séquence avec un drone. Ce qui ressortait de vos messages, c'était que vous étiez surpris de voir un drone qui survolait une foule aussi compacte et qui atterrissait à la main juste à côté d'enfants par exemple. Il y a eu plusieurs posts sur le sujet qui ont tourné sur Facebook et du coup je voulais revenir avec vous point par point pour vous expliquer un petit peu ce que j'en pensais et qu'est-ce qu'il en était d'un point de vue sécurité et d'un point de vue légal. Ça fera un excellent exemple pour savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut faire, dans quelles conditions, etc. La façon dont s'est déroulé ce tournage, c'est que c'était pas un concert, c'était vraiment un événement qui était prévu pour le tournage de ce clip et donc les personnes qui étaient là spécifiquement pour le tournage de ce clip. Il y a eu un appel à volontaires sur la page Facebook du groupe de musique et du coup il y a plein de fans qui se sont retrouvés sur place. Donc d'un point de vue réglementation, ces personnes étaient considérées comme des tiers ayant un lien direct avec la mission. En gros, elles sont considérées comme des acteurs. Et les acteurs par exemple peuvent être survolés par un drone s'ils ont signé une attestation stipulant qu'ils ont été informés sur les mesures d'urgence à prendre en cas d'incident avec le drone. C'est limite parce que bon, ce sont des acteurs bénévoles qui viennent en nombre, etc. Mais c'est légal. J'imagine que l'équipe de tournage, enfin tout du moins je l'espère, a dû sensibiliser sur les consignes de sécurité, ce qu'il fallait faire en cas d'accident avec le drone, et a dû faire signer ces attestations à tout le monde. Si c'est pas le cas, ça serait pas légal. Le deuxième point, c'est est-ce que c'est OK niveau sécurité? Qu'est-ce qu'on peut voir sur la vidéo? Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de survols de foule à basse altitude. On peut voir que la personne qui récupérait le drone était portée par 2 autres personnes et avait prévu un système de poignées sur le drone pour pouvoir mieux récupérer l'appareil. Alors les poignées, ça permet un meilleur grip, donc c'est mieux niveau sécurité. Par contre, être supporté par 2 autres personnes, peut-être que ça pourrait déséquilibrer, c'est peut-être un peu limite. Enfin bref, c'est pas là le plus important. On peut voir que l'appareil est équipé de protection d'hélice. Alors qu'est-ce que ça vaut ces protections d'hélice? Très honnêtement, pas grand chose. On protège les hélices sur le côté sur une faible surface, mais il n'y a pas de protection si par exemple il y a une main qui vient de par en dessus, de par en dessous, etc. Et même avec ces protections-là, ça peut causer quand même de gros dégâts. Même les mini-drones comme ça avec des bonnes protections d'hélice,
hélices. J'ai réussi une fois à m'en prendre un dans la figure et quand même avoir une petite cicatrice, hein, comme ça sur le bord de la joue. Enfin, pas une cicatrice, mais je saignais quoi. Faut savoir que ces hélices de gros drones, c'est des très grosses hélices qui vont très très vite. C'est des vrais hachoirs. N'ayons pas peur des mots. Des hélices comme ça peut vraiment couper. Ça peut couper sur la joue, ça peut éborgner un œil. Donc il faut être au courant que ça peut être dangereux et c'est ce que j'arrête pas de répéter à travers mes vidéos. Donc les protections d'hélices, pour moi, c'est aussi anecdotique. On a pu voir que le vol était en ville et que l'appareil était équipé de 2 petits parachutes. Donc les parachutes en eux-mêmes, ils présentent pas beaucoup d'intérêt parce qu'avec une hauteur de vol aussi faible, de toute façon l'appareil aurait 15 fois le temps de tomber par terre avant que les parachutes se déclenchent. Généralement, le parachute met bien entre 10 et 15 mètres pour se déclencher. 15 mètres, c'est le max d'un point de vue légal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes de parachutes, pour être homologables, disposent également en parallèle d'un coupe-circuit. Un coupe-circuit, qu'est-ce que c'est? C'est une commande indépendante en plus de la télécommande du pilote qui permet de couper tout système électrique dans le drone. Donc du coup, le drone tombe comme une pierre, les moteurs sont arrêtés pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hélices qui partent en vrille, etc. Alors j'étais assez sceptique sur le coupe-circuit parce que moi j'avais un coupe-circuit Dronavia sur mon M210 avant et il fallait déjà avoir le temps de réflexe d'appuyer sur 2 boutons en même temps et une fois qu'on appuyait sur les 2 boutons en même temps, il fallait attendre 1 seconde le temps que les moteurs se coupent. À une distance de vol aussi faible, c'est clair que clairement ça servait à rien. Mais je me suis un peu renseigné et là le système qui est utilisé c'est le système coupe-circuit de Flying Eye et ce système permet une coupure immédiate à partir du moment où les 2 boutons sont enclenchés. Donc c'est un peu mieux mais il faut quand même prévoir le temps de réflexe, le temps d'arriver sur ces 2 boutons et que le pilote prenne la décision d'appuyer sur ces 2 boutons. Alors je sais pas si elles étaient intégrées à la télécommande et du coup il faut quand même prévoir le temps de réflexe en prenant les 2 pouces, en les sortant de la télécommande pour les mettre sur les 2 boutons ou si c'était une personne tierce qui avait que cette responsabilité là, qui aurait été peut-être mieux au niveau sécurité, je sais pas comment se sont organisées les personnes qui travaillaient sur ce tournage. En tout cas, même s'il y a une télécommande déportée, s'il y a un problème, il faut quand même prévoir un temps de réflexe. Donc voilà, je pense que là, vous avez à peu près un tour d'horizon de tous les éléments de sécurité qui sont autour du drone et j'imagine que c'est à peu près tout pour ce tournage. Alors, vous m'avez demandé ce que j'en pensais d'un point de vue légal et sécurité. Alors, moi déjà, je vais insister sur le fait qu'il ne faut pas oublier que les drones, ce ne sont pas des appareils qui sont anodins en termes de sécurité. Ça peut représenter un réel danger en termes de blessures. Ça peut crever un œil, ça peut faire des grosses coupures. Vraiment, ça peut être dangereux si c'est mal utilisé. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est généralement le public n'est pas vraiment sensible à ça, se rend pas compte du danger. J'en ai fait plein de fois l'expérience où je disais aux personnes de reculer ou même où je voyais des pilotes de drones qui eux-mêmes ne se rendaient pas compte du danger par rapport à ce que représentait leur appareil en termes de pouvoir de coupure, etc. Et je pense qu'en fait, il faut avoir un minimum d'expérience dans le monde du drone pour se rendre compte que effectivement, ça peut parfois poser problème. Il y a eu un incident avec exactement ce même type de drone au-dessus d'un concert le 14 juillet 2019. C'était au festival Electro Beach. L'appareil a réagi de manière complètement incontrôlée parce qu'il y avait un problème de batterie. Les pilotes ont essayé de le faire revenir, mais ils sont finalement passés au-dessus de la foule. L'appareil est quand même tombé dans la foule. Résultat, d'après un article du Midi Libre, il y a 9 personnes qui ont dû être prises en charge pour diverses coupures et contusions aux pommettes, aux bras, aux jambes, etc. Donc voilà, il faut être sensible à ça quand même et c'est pas pour rien qu'on prend toutes ces mesures de sécurité lorsqu'on est en tournage. D'un point de vue de l'entreprise, Dronecast, je les connais pas. Je suis allé sur leur site internet et ça a l'air d'être une société qui tourne pour pas mal de films, de séries, etc. Donc je suppose qu'ils ont un minimum d'expérience dans le domaine. Et il y a quelque chose qu'il faut vraiment pas oublier de prendre en compte, c'est que le matériel n'est pas infaillible. Je me suis déjà fait avoir sur du matériel en lequel j'avais toute confiance, du matériel qui marchait bien et il y a toujours quelque chose qui peut être imprévu, un bug logiciel ou n'importe quoi, un problème technique. Ça, même si c'est peu probable, il faut vraiment le prendre en compte parce que si ça arrive, ça peut poser de vrais problèmes de sécurité. C'est toujours l'équilibre entre la probabilité que ça arrive et ce que ça pourrait causer comme conséquence derrière. On parle maintenant du Mavic Mini. Il semblerait qu'il y ait un problème de conception léger, mais un problème de conception quand même sur les Mavic Mini. Certains utilisateurs, lorsqu'ils étaient en mode sport à haute vitesse, ont eu les hélices qui ont touché le corps de l'appareil. Ça fait que certaines hélices se sont abîmées et que les Mavic Mini se sont retrouvés avec des traces sur le corps de l'appareil. Certains utilisateurs ont trouvé la parade en créant des cales sur mesure qui viennent surélever légèrement les moteurs pour éviter ce problème. Donc vous savez maintenant que si vous avez un Mavic Mini, vous êtes nombreux à en avoir un, dans le doute, n'allez pas à fond en mode sport parce qu'il est possible que du coup ça fasse toucher les hélices. Allez, on termine ce Drone News avec un drone FPV qui s'est pris pour une mouette. À très bientôt, salut!